Quand je suis entré dans la salle d'audience, mes parents arboraient déjà ces sourires froids et victorieux qui m'avaient terrifié enfant. Ils pensaient avoir gagné avant même le début du procès. Qui me croirait? La fille qu'ils avaient abandonnée 20 ans plus tôt pour elle, cette femme brillante et superficielle que tout le monde idolâtrait à la télévision. Mais cette fois, la donne avait changé. Mon grand-père, la seule personne qui m'ait jamais vraiment aimé, était mort et m'avait légué son immense fortune. Et maintenant, ceux qui m'avaient laissé pleurer sur le pas de sa porte me poursuivaient en justice, alors que je me tenais devant le juge. Mon cœur battait la chamade. Puis il leva les yeux et m'observa longuement. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent. « Attendez, dit-il d'une voix tremblante. Êtes-vous elle? » Un silence de mort s'installa. Le sourire suffisant de mes parents se fissura lorsqu'ils comprirent que la vérité allait réduire à néant leur mensonge parfait. J'avais 5 ans le jour où mes parents ont disparu de ma vie. Le soleil de Santa Barbara était impitoyable cet après-midi-là. Trop fort, trop chaud, brûlant tout ce qu'il touchait sauf la partie de moi qui avait froid. Ma mère, Victoria, s'agenouilla devant moi dans sa robe d'été blanche. Son parfum était un mélange de lilas et de mensonges. « Sois gentille avec grand-père. »« D'accord, ma chérie, » dit-elle en forçant un sourire. Son rouge à lèvres était trop rouge, ses yeux trop secs. Mon père, Charles, se tenait près de la voiture, tapotant impatiemment sur le capot. « Bicht, biens. Ne rate pas l'avion. »« L'avion » demandai-je en serrant le bas de ma robe. « Où allez-vous? Je peux venir avec vous ?» Elle se figea un instant. « Ce n'est qu'un court trajet, ma chérie. On sera de retour avant que tu ne t'en rendes compte. » Mais même à 5 heures, je pouvais entendre le tremblement dans sa voix. Elle ne me prit pas dans ses bras. Elle déposa un baiser dans l'air près de ma joue, ses boucles d'oreilles effleurant mon visage. Puis elle se retourna et s'éloigna, ses talons claquant comme un compte à rebours. La portière claqua, les pneus crissèrent sur le gravier et leur cabriolet argenté disparut derrière les hautes grilles en fer. J'ai couru après lui jusqu'à ce que mes poumons me fassent mal, jusqu'à ce que mes petites jambes me lâchent. L'odeur de poussière et d'essence m'envahissait les narines. J'ai crié leur nom, mais je n'ai reçu pour seule réponse que le vent et les cris lointains des mouettes. Puis une main s'est posée sur mon épaule, rassurante, chaude et réconfortante. Grand-père Henri s'est agenouillé près de moi. Il n'était pas du genre à parler à la légère. Chacun de ses mots était empreint de vérité, ses yeux gris s'adoucissant tandis qu'il époussetait la terre de mes genoux. « Ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu, ma chérie, » a-t-il murmuré d'une voix légèrement tremblante. « Mais toi » a-t-il ajouté en marquant une pause, relevant mon menton pour que je croise son regard. « Tu ne seras plus jamais indésirable. » Il m'a soulevé dans ses bras comme si je ne pesais rien et m'a ramené vers le manoir. Je me souviens d'avoir posé ma tête sur son épaule et d'avoir écouté les battements réguliers de son cœur. C'était la première fois de la journée que je me sentais en sécurité. Ce soir-là, j'étais assise dans l'immense cuisine, les jambes ballantes sur le tabouret haut, tandis qu'il me préparait à bouillir. Pas de domestique, juste lui. « Tu aimes les guimauves en plus, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec un petit sourire. J'acquiesçai d'un signe de tête, les larmes coulant sans cesse. Lorsqu'il me borda, la maison me parut immense, le silence pesant. Le tic-tac de l'horloge à coucou résonnait comme des pas qui ne reviendraient jamais. « Reviendront-ils me chercher ?» murmurai-je. Il hésita, puis caressa mes cheveux. « Certaines portes, ma chère Emma, doivent rester fermées. » Avant d'éteindre la lampe, il ajouta doucement. « Mais tu n'auras plus jamais à courir après l'amour. Désormais, il est ici, tout près. » Alors que les ombres s'étiraient dans la pièce, j'ai saisi sa main et je l'ai crue. Ce soir-là, j'ai cessé d'attendre mes parents et j'ai commencé à appartenir à quelqu'un qui ne m'avait jamais quitté. La vie avec grand-père Henri n'avait rien à voir avec les films sur les milliardaires. Son manoir se dressait sur les falaises de Santa Barbara, dominant l'océan Pacifique telle une forteresse tranquille. Mais à l'intérieur, point de fête fastueuse ni de personnel s'affairant sans cesse. Il y avait en revanche de la structure, de la discipline, surtout, du sens. Il me réveillait tous les matins à 6 heures. « Lève-toi, Emma. Le monde n'attend pas les fainéants, » disait-il en frappant doucement à ma porte. Je me traînais jusqu'à la cuisine, où il était déjà assis avec son café noir et un journal étalé sur le comptoir en marbre. « Lis ça » disait-il en montrant les gros titres. « Et dis ce qu'ils ne disent pas. » Au début, je ne comprenais pas. J'étais juste une enfant qui essayait de manger ses céréales. Mais avec les années, j'ai compris sa véritable leçon, ne jamais prendre une histoire au pied de la lettre. La vérité, croyait-il, se cachait toujours sous la surface et il fallait parfois creuser pour la trouver. Il était le fondateur de Whitmore Industries, une entreprise mondiale de transport maritime et de logistique reliant les continents. Mais pour lui, l'empire valait moins que l'intégrité. L'argent, disait-il souvent,
c'est comme l'eau salée. Plus on en boit, plus on a soif. Alors, assurez-vous que votre soif porte sur les bonnes choses. J'ai vu comment les gens le traitaient. Les politiciens lui serraient la main. Les avocats sollicitaient ses conseils. Et les employés craignaient de le décevoir. Pourtant, il n'a jamais été cruel, seulement ferme, juste et honnête. Quand j'avais 10 ans, il m'a emmené dans son bureau pour la première fois. Les tours de verre du centre-ville scintillaient au coucher du soleil. À l'intérieur, tout le monde le saluait avec respect et moi avec curiosité. Voici ma petite fille, m'a-t-il fièrement présentée. Un jour, elle posera des questions plus difficiles que vous tous. Je me souviens avoir souri timidement quand il posa sa main sur mon épaule. Il ne s'agissait pas de me préparer au pouvoir, mais de m'apprendre à voir le monde avec lucidité. Chaque week-end, il nous emmenait au centre communautaire qu'il finançait. Tandis que d'autres milliardaires faisaient des dons pour se faire de la publicité, grand-père restait des heures à aider les enfants à lire ou à leur apprendre à tenir un budget. Le pouvoir ne signifie rien, me chuchota-t-il. Si tu l'utilises pour t'en sortir par toi-même. À 16 ans, je retrouvais les visages de mes parents, cette fois à la télévision. Ils riaient sur un tapis rouge à Los Angeles, faisant la promotion d'une émission de télé-réalité sur les secondes chances. Je me souviens avoir serré la télécommande si fort que mes jointures blanchirent. Grand-père entra discrètement dans la pièce et regarda l'écran. « Il te manque » demanda-t-il. Je voulais dire oui, mais je murmurai. « Plus maintenant. » Il hocha lentement la tête. « Bien. Le manque des gens qui nous ont quittés, c'est comme fixer des portes fermées. On ne remarque jamais celles qui sont ouvertes. » Ce soir-là, il m'offrit mon premier vrai cadeau, un vieux journal intime relié en cuir. « Pour ta vérité, » dit-il. Un jour, le monde essaiera de réécris-le. Ne les laisse pas faire. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais ce journal me sauverait un jour dans ce même tribunal où mes parents avaient tenté de me détruire. Le matin de la mort de mon grand-père, le monde me semblait étrange. L'air était trop immobile, la mer trop calme. Je l'ai trouvé dans son bureau, penché sur son bureau, ses lunettes de lecture encore posées sur les pages ouvertes de son journal. La dernière chose qu'il avait écrite tenait en une seule ligne. La vérité, entre de mauvaises mains, devient poison. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je suis resté là, hébété, à fixer l'homme qui avait été mon univers. L'homme qui avait remplacé tout ce que j'avais perdu. Quand le chagrin m'a finalement submergé, il m'a déchiré comme une tempête. Les funérailles ont attiré la moitié de la ville. Milliardaires, juges, anciens présidents, tous voulaient être présents pour rendre hommage à Henry Whitmore, l'homme qui avait bâti un empire sur l'honnêteté. Mais tout ce que je voulais, c'était une heure de plus avec lui, une leçon de plus, une tasse de chocolat chaud pour une soirée pluvieuse. Puis je les ai vus, mes parents, debout au premier rang, vêtus de noir, de créateurs. Vêtements. Lunettes de soleil dissimulant leurs expressions. Ma mère, Victoria, pleurait dans un mouchoir en dentelle. Mais même de loin, je voyais bien que ses larmes étaient feintes. Mon père, Charles, semblait s'ennuyer, comme s'il aurait préféré être n'importe où ailleurs. La cérémonie terminée, ils s'approchèrent de moi pour la première fois en 22 ans. « Emma » dit doucement ma mère en inclinant la tête. « Tu as tellement grandi que j'en ai reculé d'un pas. Tu te souviens de mon nom. Impressionant. » Son sourire s'estompa. « Nous sommes de la famille. Nous devrions renouer les liens. »« La famille, ai-je répété. Vous m'avez laissé avec lui comme un fardeau dont vous ne vouliez pas vous débarrasser. » La machoire de Charles se crispa. « Tu as toujours été dramatique. » Avant que je puisse répondre, l'avocat d'Henry, maître Samuel Brigg, appela tout le monde dans le bureau des successions pour lire le testament. Les invités murmurèrent, curieux. Mon cœur battait la chamade. Samuel s'éclaircit la gorge. Feu le juge Henry Whitmore lègue tous ses biens, y compris le manoir Whitmore, ses entreprises et ses liquidités, à sa petite fille, Emma Whitmore. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Ma mère eut un hoquet de surprise. C'est impossible. Charles frappa la table du poing. Il était vieux. Il ne réfléchissait plus clairement. Mais Samuel poursuivit, d'une voix ferme. Il avait aussi laissé un mot à son fils et à sa belle-fille. On pouvait y lire « Ceux qui renoncent à la vérité pour le confort ont déjà perdu leur héritage. » Les lèvres de Victoria s'entr'ouvrirent, sa voix tremblante. « Il ne peut pas faire ça. Nous sommes ses enfants. » Samuel la regarda droit dans les yeux. « Il vous a déjà donné tout ce qui comptait, une chance de mener une vie digne. Tu as tout gâché. » Je restai figé, les doigts crispés sur le bord de la table. Je n'avais jamais vu mes parents aussi vulnérables, dépouillés de leur prestige, de leur grandeur. Tandis que la foule se dispersait, le masque de ma mère se fissura. « Tu vas le regretter, Emma » siffla-t-elle.
Tu ne mérites même pas un soupçon de ce qu'il a bâti. Je soutins son regard. Toi non plus. Dehors, le vent marin hurlait à travers les grilles du jardin, dispersant les pétales blancs des couronnes. Je compris alors que le chagrin et la cupidité se succèdent souvent. Et quelque part, j'aurais juré entendre la voix de grand-père. Tiens-toi droite, Emma. La vérité a de longs bras et elle finit toujours par revenir. Tout commença par une épaisse enveloppe blanche sur le pas de ma porte. Pas d'adresse de retour, juste mon nom, Emma Whitmore, écrit d'une écriture grasse et familière. Je l'ouvris et attendis des condoléances. Au lieu de cela, mes yeux se figèrent à la première ligne. Avis d'action civile. Charles et Victoria Whitmore contre Emma Whitmore. Demande d'indemnisation pour préjudice moral. Influence. Un instant, j'ai eu le souffle coupé. Mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber les papiers par terre. Mes propres parents m'ont poursuivi en justice, m'accusant d'avoir manipulé mon grand-père pour qu'il me lègue tout. Les médias ont été mis au courant en quelques heures. À la tombée de la nuit, les gros titres faisaient le tour d'Internet. Le petit-fils d'un milliardaire poursuivi par ses parents réconciliés pour 1,6 million de dollars d'héritage. Des paparazzis stationnaient devant le portail. Des flashs déchiraient l'obscurité comme des coups de feu. Mon avocat, Robert Hay, m'a appelé tôt le lendemain matin. Sa voix était calme, posée, celle qu'on ne peut avoir qu'après des décennies passées à gérer le chaos. Emma, ils vont vite. Leurs avocats ont déposé une plainte dans le comté de Los Angeles. Ton père a encore de l'influence là-bas. Bien sûr, ai-je murmuré. Il en a toujours eu, mais jamais là où ça comptait vraiment. Quand nous nous sommes rencontrés plus tard dans la journée, au bureau de Robert, il m'a tendu les documents. Ils prétendent que tu as isolé ton grand-père pendant ces derniers mois. Ils disent que tu as contrôlé ses visites, que tu as interféré avec son médecin et que tu l'as forcé à modifier son testament. J.A. Merriment. Contrôler les visites? C'est lui qui me protégeait d'eux. Robert Sapira. Emma, j'ai vu des batailles successorales sordides. Mais poursuivre son propre enfant en justice, c'est d'un tout autre niveau. Ce ne sont pas mes parents, dis-je doucement. Ce sont des étrangers avec qui je partage le même sang. Pourtant, je n'arrivais pas à me sortir de la tête les dernières semaines de grand-père. Les dîners silencieux, son sourire fatigué, la façon dont sa main tremblait en signant les lettres. Je me demandais s'il savait qu'il s'en prenait à moi. C'était peut-être pour ça qu'il avait laissé ce journal. C'était peut-être son avertissement. 2 jours plus tard, une chroniqueuse mondaine m'a interpellé devant un café. « Emma, est-il vrai que tu as manipulé ton grand-père? L'as-tu menacé ?» Je me suis arrêté, je me suis tourné vers les caméras et j'ai dit calmement. « Si aimer l'homme qui m'a élevé est un crime, alors je suis coupable. » Le lendemain matin, mon téléphone vibra, un appel masqué. « Tu profites de ta célébrité ?» La voix de ma mère se brisa. « Pourquoi fais-tu ça ?» demandai-je. « Parce que tu nous as pris ce qui nous appartient, » dit-elle froidement. « Tu nous as volé nos vies. Maintenant, nous prenons la tienne. » Puis elle raccrocha. Ce soir-là, je restais seul dans le bureau, fixant le vieux bureau de grand-père, celui-là même où il m'avait appris à lire les documents juridiques. Sa photo trônait à côté de son carnet en cuir. Je l'ouvris et redessinai l'écriture délavée. Quand la vérité est mise à l'épreuve, restez immobile. Laissez-les attaquer. Ils ne feront que se blesser eux-mêmes. Je refermai le carnet et expirai. La peur était toujours là, mais en dessous brûlait une détermination légèrement plus forte. Il voulait la guerre, mais il ne l'avait déclarée qu'au mauvais Whitmore. Le jour de la première audience arriva sous un ciel aux allures de contusion, des nuages gris pesant bas sur Los Angeles. Les journalistes s'alignaient sur les marches du palais de justice comme des vautours guettant une proie. Peut-être était-ce ma réputation. Peut-être était-ce la leur. À l'intérieur, la salle d'audience embaumait le cirage à bois et l'excitation était palpable. Mes parents étaient assis à la table de la partie civile, parfaitement mis en scène pour les photographes. Ma mère dans une robe noire moulante, mon père dans un costume bleu marine sur mesure. Ils n'avaient pas l'air de famille en deuil. On aurait dit des acteurs répétant une scène de vengeance. À mon entrée, des chuchotements emplirent la galerie. « C'est elle, la petite fille » murmura quelqu'un. Mes talons claquaient sur le sol en marbre, chaque pas assuré, malgré le tremblement de mes mains. Robert se pencha vers moi et murmura « Calme-toi, Emma. Laisse les preuves parler d'elles-mêmes. » Assis au banc du juge se trouvait un homme d'âge mûr aux cheveux argentés et au regard perçant et pénétrant. Le juge Marcus Nolan. Sa présence imprégnait la salle avant même qu'il ne prenne la parole. Lorsque nos regards se croisèrent, une lueur traversa son visage. De la reconnaissance, de l'incrédulité, peut-être les deux. Il retira lentement ses lunettes. « Mademoiselle Whitmore, dit-il d'une voix plus douce que prévu. Pourriez-vous venir au banc du juge un instant ?»
J'ai eu la nausée en avançant. Le silence s'est abattu sur la salle d'audience. Arrivé devant lui, il m'a longuement dévisagé. Puis, d'une voix douce, presque pour lui-même, il a dit « Vous êtes la petite fille d'Henry Whitmore. »« Oui, votre honneur, ai-je répondu. Il a hoché la tête une fois, son expression passant de la surprise à un respect solennel. J'étais l'assistante de votre grand-père il y a quelques années. Il m'a dit un jour « Si jamais ma petite fille se présente devant vous, écoutez attentivement, car elle dira la vérité. » Un murmure d'étonnement a parcouru la salle. Derrière moi, ma mère a perdu son sang-froid. Mon père a serré les dents. Le juge Nolan s'est redressé. « Allez-y », a-t-il dit. Mais sont-on laissé transparaître une intention cachée? L'avocat de mes parents l'avait bien remarqué, une intention qui disait « Ici, l'intégrité n'a plus aucune valeur. » Leur avocat, un homme rusé nommé Elliot Grave, n'a pas perdu une seconde pour enfoncer le clou. « Votre honneur » a-t-il commencé d'un ton suave. Cette jeune femme a systématiquement aliéné son grand-père âgé, restreint ses communications et manipulé ça. Planification successorial. Nous prouverons que ces actes étaient frauduleux, déclara Robert d'un ton calme. Nous sommes ravis de pouvoir réfuter chacun de ces mots, votre honneur. Grave sourit alors. Elle est bien calme pour une personne accusée d'avoir volé $1 milliard. Je croisai son regard et dis calmement. Le calme n'est pas synonyme de culpabilité, monsieur Grave. C'est la confiance en la vérité. Un murmure d'approbation parcourut l'assistance. Même le juge Nolan esquissa un sourire contenu. Dès le début de l'audience, ils tentèrent tout. Des courriels déformés, des lettres inexactes, des déclarations triées sur le volet par le personnel. Mais à chaque fois, Robert répliqua avec des preuves documentées, des chronologies claires et des témoins fidèles à la mémoire de son grand-père. Le pire arriva cependant lorsque ma mère témoigna. Sa voix tremblait. Nous voulions simplement renouer avec notre fille, dit-elle en larmes, s'essuyant les yeux. Mais Emma nous a repoussés. Elle l'a isolée. Nous essayions simplement de préserver la mémoire de papa. Ses paroles étaient empreintes de venin. J'entendais presque l'avertissement de grand-père résonner dans ma tête. La vérité, entre de mauvaises mains, devient poison. Mais en voyant le visage du juge se durcir, j'ai compris quelque chose. Le poison n'agit que s'il est ingéré, et je n'allais pas l'avaler. Le deuxième jour du procès, la salle d'audience s'était transformée en champ de bataille. L'avocat de mes parents se pavanait tel un paon, agitant des journaux et dramatisant chaque phrase comme si nous étions en direct à la télévision. Mais je n'étais pas là pour faire de la figuration. J'étais là pour en finir. Robert se leva lentement, ajustant sa cravate. « Votre honneur » dit-il d'une voix calme mais ferme. La défense souhaite présenter des preuves supplémentaires, des expertises médicales, des témoignages et la correspondance personnelle du défunt juge Whitmore. Dès que le mot « correspondance » sortit de sa bouche, ma mère se raidit. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Le juge Nolan fit un geste. « Allez-y. » Robert lui tendit un épais dossier, puis me fit un signe de tête. « Mademoiselle Whitmore, Volas Tomoiner. » Mon cœur battait la chamade tandis que j'avançais, mes talons résonnant sur le sol en marbre. J'avais répété ce moment des centaines de fois. Mais lorsque je m'assis et que je regardais mes parents, les deux personnes qui m'avaient donné la vie, puis avaient tenté de me la détruire, ma gorge se serra. Robert déposa la première lettre sur l'écran d'épreuve. L'écriture de grand-père apparut, soignée et assurée. « À ma chère Emma, tu n'as jamais été une obligation pour moi. Tu as été mon choix. Si jamais tu te retrouves à devoir affronter ceux qui t'ont abandonné, ne les hais pas. Laisse la vérité te défendre. Elle le fera toujours. » Un silence s'abattit sur la pièce. Le visage impassible de ma mère vacilla. Mon père baissa les yeux, la mâchoire serrée. Robert poursuivit. Ces lettres couvrent 10 ans, et chacune témoigne de la lucidité, de l'affection et de la volonté délibérée du juge Whitmore de confier son héritage à son petit-fils. L'avocat du plaignant se leva d'un bond. Objection, votre honneur. Ces prétendues lettres sont de la manipulation émotionnelle. Elles ne prouvent rien. Rejetées, déclara sèchement le juge Nolan. L'intention du défunt est précisément la question examinée. Allez-y, monsieur Hay. Robert acquiesça légèrement. C'était mon indice. Je sortis le journal relié cuir que grand-père m'avait offert pour mes 16 ans. Les pages étaient usées. La reliure était craquelée par des années d'utilisation. Ceci, dis-je doucement, était le journal de mon grand-père. Il y écrivait tous les soirs jusqu'à la semaine de sa mort. Je tournai la page à la dernière entrée. L'encre était pâle mais régulière. À mon fils et sa femme vivent pour les apparences. Mon petit-fils vit pour la vérité. L'héritage doit lui revenir, non comme une récompense, mais comme une garantie. Elle porte ma conscience, car je ne peux plus la porter moi-même.
Le silence qui suivit fut lourd, sacré. Le masque de ma mère finit par tomber. Il était malade. Il ne savait pas ce qu'il disait. Elle cria et se leva d'un bond. Elle lui a lavé le cerveau. Le juge Nolan frappa du marteau. « Madame Whitmore, asseyez-vous. » Son explosion résonna contre les murs en bois, avant de disparaître dans le néant. Je la regardai, la femme qui m'avait donné naissance, mais sans jamais vraiment me regarder, et murmurai. « Personne ne lui a lavé le cerveau, maman. Il a enfin vu qui tu étais vraiment. » Et en prononçant ces mots, pour la première fois depuis des années, je me sentis à nouveau son petit-fils, et non plus leur pion. Le 3e jour du procès me parut interminable. Chaque respiration, chaque murmure, chaque mouvement de chaise résonnait dans mon crâne comme le tonnerre. Assis à la table de la défense, les doigts crispés sur mes genoux, je fixais droit devant moi. En face de moi, mes parents chuchotaient à leur avocat, leur sourire autrefois si assuré désormais fragile et crispé. Le juge Nolan entra dans la salle d'audience, ses vêtements flottant au vent, son expression indéchiffrable. Le silence se fit aussitôt dans la salle. Il s'assit, feuilleta les papiers devant lui, puis me regarda. Un bref instant, il me sembla apercevoir une sorte de fierté dans ses yeux. Ce tribunal, commença-t-il, a examiné toutes les preuves, tous les témoignages, et la correspondance déposée par feu le juge Henry Whitmore. Son ton était calme, mesuré, de cette voix capable de percer à jour les mensonges sans hausser le ton. Ce que je vois devant moi n'est pas une manipulation. C'est une cupidité mal placée. Un murmure parcourut la salle. La mâchoire de mon père se crispa. Les mains de ma mère se mirent à trembler. À les plaignants, poursuivit Nolan, n'ont pas prouvé que le défendeur ait exercé une influence indue. Au contraire, les lettres du défunt, les rapports médicaux et son testament témoignent d'un jugement sain et intentionnel. Il se tut, son regard balayant mes parents. Par conséquent, le tribunal rejette intégralement les demandes des plaignants. Le testament du juge Whitmore est maintenu. La succession revient à mademoiselle Emma Whitmore. Un silence s'installa. Puis les journalistes poussèrent des cris d'effroi, leurs stylos grincèrent, les flashs crépitèrent. Mais je restai immobile. Je restai figé, le pouls résonnant dans mes oreilles. Le juge Nolan fixa mes parents droit dans les yeux. La justice, dit-il clairement, ne tient pas compte des liens du sang. C'était la vérité. Mon père s'est affaissé dans son fauteuil, comme si les mots l'avaient frappé de plein fouet. Ma mère fixait le sol, les lèvres entr'ouvertes, muettes. Le marteau s'est abattu avec un bruit sec et sec, comme la fin d'une guerre. Quand je me suis enfin levé, mes genoux ont failli me lâcher. Robert m'a effleuré l'épaule. « C'est fini », a-t-il murmuré. « Tu l'as fait. » Mais je n'ai pas ressenti la victoire. Pas comme on l'imagine. C'était un sentiment de vide, comme se tenir au milieu de ruines après l'extinction du feu. Alors que je me retournais pour partir, la main de ma mère s'est tendue et m'a saisi le poignet. Ses ongles se sont enfoncés dans ma peau. « Tu crois que ça te rend meilleur que nous ?» a-t-elle sifflé. « Tu vas le regretter, Emma. Tu seras seule, comme lui. » J'ai croisé son regard, calme mais inébranlable. « Je préfère être seule que vide, » ai-je dit, et je me suis dégagé. Dehors, la lumière du soleil m'a frappé comme une flamme purificatrice. La foule s'est précipitée vers moi, les micros plaqués contre mon visage, les questions se chevauchant. « Qu'est-ce que ça fait de gagner? Que allez-vous faire de l'argent ?» Je me suis arrêté sur les marches du tribunal, la brise californienne caressant mes cheveux. « Ce n'était pas une question d'argent, » ai-je murmuré, assez fort pour que les caméras l'entendent. C'était une question de vérité. Ce soir-là, assise près du portrait de grand-père, le verdict à mes côtés, j'ai murmuré. « Tu avais raison. La vérité a vraiment de longs bras. » Et aujourd'hui, elle est enfin revenue. Des semaines ont passé après le verdict, mais la paix n'est pas venue facilement. Les journalistes ont fini par se tourner vers le scandale suivant. Pourtant, le silence qui a suivi était assourdissant. Le domaine m'appartenait désormais légalement. Le manoir sur les falaises, les entreprises, l'héritage, mais sans grand-père. Tout cela ressemblait à un musée hanté. Chaque soir, je parcourais le long couloir bordé de ses portraits et j'entendais l'écho de sa voix dans le bruissement du plancher. Le pouvoir ne vaut rien si l'on ne peut dormir en paix avec sa conscience. Pour la première fois, j'ai dormi sans peur, mais non sans douleur. Puis, un soir, tard, alors que le soleil se fondait dans l'océan Pacifique et teintait le ciel de nuances pourpres, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu s'afficha. J'hésitais avant de répondre. « Allô ?» Un silence, puis une voix tremblante. « Emma, c'était mon père. » Un instant, je restai sans voix. Le même homme qui m'avait hurlé dessus au tribunal semblait maintenant plus faible, plus fragile. « J'ai lu le journal, dit-il doucement. Les mots de ton grand-père.
Je ne voulais pas y croire, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Sa voix se brisa. Il a écrit que je m'étais perdu. Que j'avais cessé d'être son fils bien avant de rédiger son testament. Je fermai les yeux. Il a aussi écrit qu'il n'était jamais trop tard pour faire ce qui était juste. Il expira bruyamment. Je ne mérite pas ton pardon, Emma, mais je voulais que tu saches que je suis désolé pour tout. De t'avoir abandonné, de t'avoir blâmé, d'avoir été le genre de père dont il t'avait mis en garde. Ces aveux planaient dans l'air comme quelque chose de fragile, de sacré. Pendant un long moment, nous sommes restés silencieux. Je contemplais le jardin par la fenêtre, celui-là même que grand-père avait planté pour grand-mère des décennies auparavant, et je sentais le vent agiter les roses. Je ne sais pas si je peux te pardonner, ai-je murmuré. Mais je sais que grand-père aurait voulu que j'essaie. Je l'accepte, dit-il doucement. C'est plus que ce que je mérite. Avant de raccrocher, il ajouta. Tu me le rappelles, tu sais, ta façon de te tenir. Après la fin de l'appel, je suis restée assise là un long moment, à fixer l'horizon. Le monde était de nouveau silencieux, un silence apaisant cette fois. Je suis sortie pieds nus dans le jardin, l'herbe fraîche sous mes pieds. Le soleil avait disparu derrière les vagues, laissant une douce lueur ambrée sur la cour. Je tenais entre mes mains le vieux journal de grand-père. J'ai ouvert la dernière page, où ces derniers mots étaient écrits à l'encre délavée. La vraie justice ne se trouve pas dans les tribunaux, mais dans le cœur de ceux qui continuent d'y croire. J'ai souri malgré les larmes qui ont fini par couler. Je te crois, grand-père, ai-je murmuré. Je te croirai toujours. Dans le vent, j'ai presque cru entendre sa réponse. Calme, fière et douce. Alors, je peux enfin reposer ma fille en paix. Et tandis que la brise marine caressait les roses, j'ai compris quelque chose de magnifique. Justice avait été rendue. Mais le pardon, voilà le véritable héritage.